Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode de En direct des terrasses du manoir. Aujourd'hui nous sommes au chantier même pour comprendre comment l'eau arrive dans votre robinet. Pour cela, nous allons parler avec 3 intervenants qui vont nous expliquer tout ce processus. C'est parti! Nous sommes en présence de Ayan Sulkowski. Vous êtes donc le chef d'équipe ici à Savariou SA. Le nouveau bâtiment est hors d'eau, mais pour vous, l'eau c'est un peu votre quotidien. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler en quoi consiste votre travail et le travail de votre équipe sur le chantier en ce moment? Alors nous, en tant qu'installateur sanitaire, on a 3 phases dans ce chantier. La première phase, c'était les incorporés sanitaires, donc les écoulements et les alimentations en froide ou chaude dans les dalles. Ça, je dirais, c'est les premières interventions. Maintenant, c'est l'étape 2, donc c'est l'étape actuelle. C'est une étape assez importante parce que la première intervention, c'est donc raccorder les eaux de toiture à la canalisation qui fait justement cette hors d'eau définitive. À partir de là, on peut commencer avec nos installations, donc avec les colonnes montantes, les distributions et les installations brutes. Pour un peu résumer tout ça, donc chaque point d'eau doit être raccordé avec une alimentation d'eau froide, d'eau chaude et un écoulement. Donc voilà un peu pour résumer cette phase 2. La phase 3 qui est la phase, je dirais, terminale. Donc une fois que tout est terminé sur le chantier, y compris carrelage, peinture, on vient vraiment installer nos appareils tels que WC, lavabo, douche. Et dès qu'on a fait ce travail, on peut mettre en eau et puis mettre l'eau dans le bâtiment. Bilal, donc tu réintègres l'équipe ici cette semaine. Donc toi, tu vas directement commencer avec les postes incendie. Hein. D'accord. Tu laisses une marge de 18 mm, 18 à 20 mm. Ok. Après, on Et quels sont du coup les principaux défis à relever à l'heure actuelle maintenant sur la phase 2? Il y a plusieurs défis, mais je dirais quand même le défi principal, c'est quand même de faire une exécution dans les règles de l'art tout en respectant le planning du chantier. Comme vous pouvez le constater, le bâtiment va très vite. Nous, on doit suivre derrière tout en garantissant quand même un travail relativement bien fait. Je dirais ça, c'est le principal défi. Après, il y a d'autres défis. Il faut quand même la gestion d'équipe. Vous avez vu, on est 4 ce matin, mais ça peut relativement doubler aussi. Donc, bien gérer l'effectif sur le chantier. À partir d'aujourd'hui, le chantier sera chauffé. Et au niveau de la météo, c'est pas non plus tous les jours comme aujourd'hui où ça a l'air assez stable. Quel rôle a la météo sur le chantier même? Pour l'étape 2, ne joue pas un grand rôle pour nous. La météo joue un rôle pour l'étape 1. Là, on est vraiment dehors, donc il n'y a pas de toiture et rien. Là, c'est vrai que s'il neige ou s'il fait froid, c'est très désagréable et ça complique relativement la chose. Mais je dirais, dès qu'on a passé cette étape 1, que le bâtiment est hors d'eau, comme vous pouvez le constater aussi maintenant, le bâtiment est aussi bien fermé, chauffé. Ça a peu d'incidence sur notre métier. Comparé à d'autres constructions que vous avez eu fait, des autres expériences, qu'est-ce qui change en fait dans un home? C'est déjà une construction déjà plus compliquée pour nous, on est bien d'accord. Hein. C'est au niveau de l'eau aussi, ce que ça peut changer, c'est clair que c'est des personnes âgées. Donc on doit être très précis au niveau de l'eau chaude sanitaire. Donc vraiment avoir les bonnes températures. Bien vérifier ça à la fin du chantier, parce que c'est clair que si on n'est pas juste avec ça, ça peut avoir des conséquences sur la personne, ça on est bien d'accord. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain, chaque salle de bain a des barres handicapées, c'est vraiment une exécution spéciale. Hein. Donc oui, et surtout c'est très intéressant à faire des objets comme ça nous change aussi notre quotidien. Voilà, tout le monde est au clair avec le planning? C'est clair, super.
Nous sommes en présence de Nicolas Grémion, ingénieur sanitaire à Chamartin et Spicheressa. Le nouveau bâtiment est hors d'eau depuis Noël. Et à propos d'eau, j'ai entendu que le schéma hydraulique est un élément majeur qui pose les bases pour tous les autres éléments architecturaux. Comment avez-vous approché la gestion du parcours de l'eau dans les terrasses du manoir? Pour nous, donc, l'approche du réseau hydraulique a été de se rencontrer déjà avec les autres bureaux d'études et l'architecte pour pouvoir répartir les différentes techniques qui sont relativement importantes dans un bâtiment d'une telle ampleur. Donc nous sommes rencontrés avec l'architecte et le bureau chauffage, ventilation, électricité afin de présenter nos projets de base et de pouvoir répartir les différentes techniques dans les différents étages. Est-ce qu'il y a eu des difficultés spécifiques à surmonter? Quelles ont été les solutions pour ces problèmes? Le bâtiment est assez compliqué. Le nom du bâtiment, les terrasses du manoir, s'explique. C'est que ce bâtiment a été construit dans une pente, dans un talus. Et puis nous avons rencontré au niveau sanitaire les difficultés de travailler un peu par terrasse, donc avec des parties d'ouvrage qui étaient sur terre-plein et hydrauliquement, surtout pour les écoulements, ce qui veut dire les écoulements de WC et de lavabo, ça a été un challenge assez important où on a dû trouver des solutions techniques pour pallier à ces différences de niveau. Maintenant, pour la gestion des conduites hydrauliques, donc l'eau que vous avez au robinet, comme je l'ai dit avant, c'était surtout de pouvoir répartir l'ensemble des techniques, donc les gaines de ventilation pour l'aération des salles de bain, les conduits de chauffage, les chemins de câble pour l'électricité. Là, on a dû batailler ferme pour se répartir un peu les surfaces qu'on avait à disposition dans les faux plafonds pour qu'on n'ait pas d'ennui de croisement et d'autres choses, quoi. Donc là, c'était un challenge assez important. La dernière difficulté de ce bâtiment, c'est que ce bâtiment est un bâtiment neuf, mais qui vient s'intégrer dans un bâtiment existant. Prochaine étape, quand on aura mis en service le nouveau bâtiment, c'est d'aller travailler dans un bâtiment en exploitation avec des résidents, du personnel, et puis c'est éviter de faire trop de bruit et tout ce qui peut être embêtant dans une construction. Mais on est confiant, ça va aller, sans problème. D'où vient l'eau qui approvisionnera les terrasses du manoir? L'eau sanitaire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'eau sanitaire, d'après la loi sur la Confédération, c'est une denrée alimentaire. Donc, on doit vraiment faire attention au transport et puis à l'acheminement. Maintenant, l'eau des terrasses du manoir, elle est distribuée par le consortium de la ville de Fribourg, qui englobe toutes les communes environnantes. Cette eau provient à peu près à 25% du lac de la Gruyère et à 75% de sources qui sont situées à la Tuffière. Et donc ces sources-là sont récupérées à la Tuffière, elles sont repompées sur différents réservoirs en ville de Fribourg, notamment au Guindsay et à Villars-sur-Glane, et puis redistribuées dans les communes. Après, donc là, on a organisé une introduction dans le bâtiment jusqu'à ce qu'on appelle une nourrice sanitaire. Et là, on redistribue l'eau potable pour l'eau froide, pour l'eau chaude, où elle passe par un chauffe-eau qui sera augmenté en température pour avoir de l'eau chaude à tous les douches, lavabos. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de Givisiez, actuellement, par année, consomme 300 millions de litres d'eau. Et le manoir, ça sera quand même un assez gros consommateur. Nous sommes en présence de Jean-Louis Barra, vous êtes membre de la commission de bâtisse. En tant que pompier, vous êtes particulièrement attentif aux aspects sécuritaires des terrasses du manoir. De manière générale, dans quelle phase se situe le chantier des terrasses aujourd'hui? Actuellement, la construction du manoir est en phase, je dirais en phase 2. La grande partie de la construction, la carcasse, l'ossature du bâtiment est terminée. Maintenant vont intervenir les métiers de seconde œuvre pour habiller ce bâtiment intérieur et extérieur. Mais si je prends dès le début, la construction d'un bâtiment d'une grandeur telle que le manoir commence au premier coup de crayon des architectes. Et là, ils vont établir en parallèle à leur plan de construction un plan de sécurité selon des normes, selon des directives établies. Et
Ce plan de sécurité va être analysé par la commission de construction de la commune et après les services de l'État compétents qui vont donner l'aval à ce plan de sécurité ou les modifications s'il devrait y en avoir. Mon rôle est surtout pendant la construction de surveiller que ce plan de sécurité soit établi, c'est-à-dire, si je prends des exemples, la longueur des couloirs de sécurité, le nombre de portes, le compartimentage qui est très important dans un bâtiment comme ça, et la détection incendie et plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Le but aussi de construire un bâtiment comme ça, c'est le but absolu, c'est zéro accident des ouvriers. Et la troisième phase, après, une fois que le bâtiment est terminé, qui a été contrôlé, c'est former les gens, principalement le concierge, qu'on va aussi appeler chargé de sécurité, pour exploiter ce bâtiment d'une manière conforme, contrôler tous les aspects techniques, que ces aspects soient bien suivis, qui sont contrôlés régulièrement, voilà un peu, et que le personnel aussi soit formé au niveau de la sécurité. Ça sera quand même ici l'endroit stratégique, parce que c'est là que les pompiers vont arriver, vont prendre les informations sur le tableau, vont aussi prendre les informations chez le personnel qui sera présent. De jour, il y aura plein de personnel, de nuit, il y aura des gardes de nuit. Et pour les pompiers, c'est très, très important d'avoir une information humaine pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment. On gagne beaucoup de temps. Quand on parle justement de sécurité du nouveau bâtiment, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des éléments un peu plus précis peut-être? Bien sûr, alors je vais parler de l'aspect construction. On appelle un compartimentage coupe-feu, ça veut dire que ce bâtiment est construit avec différentes parties coupe-feu. C'est surtout dans l'exemple que s'il y a un incident sur une partie critique du bâtiment, on ne doit pas évacuer la totalité du bâtiment, on peut simplement déplacer les résidents qui, comme tout le monde le sait, sont en mobilité plus ou moins réduite. Alors on fait uniquement de déplacer d'un compartimentage à l'autre pour les mettre en sécurité. Bien sûr, il y a les plans de fermeture, toutes les issues de secours qui doivent être bien établies avec des distances correctes, une détection incendie qui doit être partout. Tous les locaux doivent être sous détection incendie. C'est très important pour les pompiers quand ils arrivent sur place, si les gens qui étaient sur place les premières minutes ont pris les bonnes décisions. Quels ont été les grands défis sur un home? Nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas un hôpital, que ce soit une maison, que les gens se sentent à la maison. Ici, il y aura un vitrail perforé avec la lumière à l'intérieur, un petit peu une œuvre d'art, un petit peu aussi quelque chose pour donner un peu d'agrément dans ce bâtiment. Le plus grand défi, c'est quand même de construire un bâtiment neuf qu'on doit accoler à un bâtiment existant et déjà en exploitation où il y a des résidents qui vivent. Donc il y a eu quelques défis importants, c'est toujours leur assurer un chauffage, de l'électricité, une sécurité. Il y a eu quelques petits incidents qui ont été réglés relativement bien. Mais effectivement, c'est le plus grand défi qu'on a eu. Vous l'aurez compris, remplir un verre d'eau est un geste simple. Or, en étant conscient de toutes les étapes pour y arriver, en ouvrant le robinet, l'eau aura peut-être un goût différent.